donc avec la keynote de Séverine Loureiro, qui est autrice, conférencière et directrice générale du Lab RH. Le thème de cette keynote est en 2026, la fonction RH des Zooms. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Séverine, je te laisse la place. Merci Mathilde. Bonjour à tous, c'est ceux que je n'ai pas encore croisés et j'espère qu'on vous croisera sur le stand le village du Lab RH. Alors peut-être un mot sur le Lab RH. Ouais. Ok, merci. Peut-être un mot sur le Lab RH, qui on est. Très rapidement, on est une association qui avons fêté nos 10 ans l'année dernière en 2025 et on est le premier écosystème dédié à l'innovation RH depuis 10 ans. La mission n'a pas varié, elle est toujours de rapprocher les équipes RH et les innovations RH portées par les startups. Donc on a environ 200 startups RH sur toutes les verticales métiers et toutes les tailles, de la scale-up à l'amorçage. On en a environ donc 200. Il y en a 20 qui sont accélérés dans un programme spécifique que l'on dirige à Station F où nous sommes basés. On a environ 80 grands comptes également. Donc chez nous, un adhérent corporate, un adhérent entreprise, c'est pas une personne individuelle, c'est une équipe RH. Ce qui fait que quand on additionne tout notre écosystème, on arrive à environ 1200 professionnels RH qui peuvent être également issus d'écoles, d'institutionnels comme des ministères ou des régions, ou encore de cabinets et d'experts RH même indépendants. Et tout ça, ça forme un écosystème très riche avec beaucoup d'idées et où nos adhérents peuvent venir s'inspirer, partager des bonnes pratiques, assister à des événements qu'on anime et qu'on organise tout au long de l'année, et aussi se rapprocher de start-up quand ils en ressentent le besoin. Alors, il y a un rituel annuel au sein du Lab, c'est de dévoiler ce que nous, on a appelé des challenges. Alors, on parle beaucoup de tendances RH en fin d'année, à chaque fois en début d'année, ça ne vous échappe pas. Moi, tendance, ça me plaît pas trop comme terme. Une tendance, ça se regarde. Parfois, ça peut se suivre, mais je trouve que dans le terme de challenge, il y a une mise en action que je trouve plus intéressante et qui est, selon moi, nécessaire, encore plus dans ce temps que l'on vit actuellement en RH, qui est vraiment accéléré avec beaucoup de transformations, mais du coup que je trouve moi le rend passionnant. Et donc un challenge, ça se relève, ça se met en action, et c'est pas juste ça se constate et ça se suit. Donc nous en début d'année, on définit des challenges que l'on regroupe autour d'un thème. L'an dernier, c'était pivoter. Il fallait que la fonction RH pivote. Or pour pivoter, il faut un socle. Et on s'est aperçu dans nos échanges avec les DRH et nos adhérents l'an dernier que sur des projets très structurants et des transformations qui étaient nécessaires, comme par exemple la Skills-Based Organization, dont on a beaucoup parlé l'an dernier au Lab et qu'on a abordé avec des experts sous différentes formes. Je vous invite à regarder les replays quand ils sont disponibles pour les non-adhérents. Donc on a beaucoup adressé ce sujet de la Skills-Based Organization par exemple, et en fait on s'est aperçu en discutant avec nos adhérents qu'il y avait des projets aussi structurants que celui-là qui pouvaient être stoppés et qui étaient souvent stoppés parce que il lui avait manqué une vision au départ, une direction et un socle solide. Et c'est pourquoi pour 2026, dans les challenges que l'on a identifiés, il y avait un thème un peu sous-jacent, récurrent, qui n'était pas vraiment dit, qui était celui de prendre de la hauteur et de dézoomer. C'est la raison pour laquelle en 2026, on préconise et on incite la fonction RH à dézoomer. Prendre de la hauteur, sortir de l'outil, se demander quelle est ma strate, quelle est ma vision, quelle est ma direction dans le développement de cet outil. Et ça permettra de consolider un certain nombre d'éléments socles pour pouvoir gagner en impact sur les projets structurants que l'on lance. Et donc, on a défini 4 challenges pour dézoomer. Alors, ça va être un peu frustrant aujourd'hui parce que j'ai que 20 minutes. On prendra un peu quelques questions en fin d'intervention. Et donc, j'ai très peu de temps. Donc, je vais vous faire un overview des 4. On ne rentrera pas dans le détail, on n'a pas le temps. Et ces challenges au Lab RH, ils fixent aussi la ligne éditoriale. Donc, tout au long de l'année, c'est cette colonne vertébrale de ces 4 challenges qui vont définir nos prises de parole et les événements que l'on va organiser. Donc, on organisera sur chacun des challenges des tables rondes, des événements, des ressources pour nos adhérents, des rencontres pour nos adhérents qui seront thématiques autour de ces challenges, donc qui seront creusés au cours de l'année. Et là, aujourd'hui, je vais vous frustrer sans doute parce que je vais juste vous les dépeindre sans qu'on puisse rentrer beaucoup dans le détail.
Le premier, c'est dézoomer pour repenser la valeur du travail à l'ère de l'IA, dézoomer pour donner du sens à la data, dézoomer pour redéfinir le métier de manager et dézoomer pour garantir les équités. Alors, je vais quand même un peu plus rentrer que juste sur ce listing aujourd'hui avec vous. Dézoomer pour repenser la valeur du travail à l'ère de l'IA. Il y a un paradoxe que nous, on constate avec l'IA, c'est qu'en fait, ça dégage de la productivité pour les collaborateurs, puisqu'ils gagnent du temps et ça leur dégage de la valeur temps. Mais malgré tout, ça ne crée pas directement une valeur business héroïsable. Et on a du mal au sein des DRH. Vous nous direz, vous, lors du temps de questions-réponses à la fin, si parmi vous, il y en a un qui a craqué le problème à date. On n'arrive pas au sein des DRH à dégager une valeur business et ROI des projets IA qu'on lance. Et nous, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'il n'y avait pas une difficulté de mesure? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mesure? Est-ce que les indicateurs qu'on connaissait et qu'on utilisait jusque-là pour quantifier et évaluer la valeur de la contribution humaine, qui étaient surtout des indicateurs liés à une performance liée à du temps, est-ce que ces indicateurs-là, ils sont toujours pertinents quand on parle d'IA demain qui vient libérer ce temps au quotidien des collaborateurs et donc créer une autre sorte de valeur? Qu'est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres types d'indicateurs? Il y a un autre enjeu dans ce dézoom sur la valeur travail qui est directement lié aux organisations. Donc nous, on parle d'un RH qui devient work designer, donc c'est-à-dire un RH qui, auprès des directions, aide, accompagne peut-être à designer les métiers différemment. Qu'est-ce qu'on fait de cette valeur économisée, nouvelle valeur temps que l'on gagne avec l'IA? Comment est-ce qu'on l'a réinvesti dans de nouvelles missions, dans de nouvelles compétences? Et ça, c'est des questions que les directions vont devoir se poser, mais qu'elles n'ont pas forcément le dézoom nécessaire sur les métiers. Ça, c'est le métier de la RH, pour pouvoir le faire seul. Donc, il y a un vrai rôle à prendre, là, côté RH, sur ce design, on va dire tout court, des métiers et de la compétence au sein de l'entreprise à l'heure des projets IA. J'ai une petite animation. Dézoomer pour donner du sens à la data. Alors, la data, ouais, Séverine, c'est pas nouveau, ça fait des années qu'on nous parle de la donnée, on a compris. Alors, on a compris, mais est-ce qu'on a appliqué? De la même façon, nous, quand on échange avec les adhérents, nos adhérents et les DRH, on a constaté, nous, des projets qui ont été stoppés parce qu'on s'est rendu compte, on a été face à un mur de données non homogènes, non exploitables, non pertinentes pour le projet et la direction qu'on voulait lui donner. Ça a notamment été le cas sur des projets de skills-based organization où la donnée, elle est fondamentale. Et donc, nous, on en a tiré cette conclusion que c'est vraiment la condition, je perdais mon mot, la condition invisible des ambitions RH. Il n'y a pas d'ambition RH aujourd'hui liée à de l'outil et à du process qui va pouvoir rouler sans une data propre. Et alors, une data propre, justement, on a défini trois enjeux. Il y a un enjeu autour du cleaning et de l'homogénéisation. Il y a eu des empilements d'outils, il y a des datas un peu obsolètes dans l'entreprise qu'on n'a pas su forcément mettre à jour. Malgré tout, et j'attire votre attention là-dessus, l'obsession de la data 100% clean, elle n'est pas possible. La data, c'est une matière vivante. La data RH, encore plus, elle est liée à un collaborateur. Donc, il ne faut pas poursuivre cet objectif de data 100% à chaque instant tout à fait clean. En revanche, ce qu'on peut rechercher, c'est un réflexe de structuration de la donnée et de pilotage. C'est le deuxième enjeu, de gouvernance et de langage commun. Quel langage commun on met en place entre les métiers, la RH, la finance, les métiers de l'entreprise? Comment on fait pour que on parle le même langage, qu'on n'ait pas de données fractionnées et traitées trop différemment dans les différentes BU ou directions? Comment on crée une gouvernance aussi pour la piloter? Là, on va être dans un enjeu, entre parenthèses, il y a peut-être un nouveau territoire de pouvoir là sur la donnée. Qui dans l'entreprise est responsable de la donnée, au sens des majuscules. Donc, il y a une question de gouvernance à se poser. Et puis, un troisième enjeu qu'on a mis en prospective,
Il y a un enjeu de souveraineté technologique dans le sens où on a aujourd'hui des nouveaux outils qui permettent de façon complètement autonome de gérer sa propre data, des entreprises qui vont pouvoir même se libérer parfois d'éditeurs SaaS. Je pense au vibe coding qu'on vous a indiqué là. Alors le vibe coding permet de développer un outil de façon tout à fait autonome et d'avoir un outil en quelques minutes fonctionnel, un prototype du moins fonctionnel. Le vibe coding, par exemple, on a des plateformes très accessibles comme Lovable, que nous, on utilise au lab. Et quand je vous dis nous, on utilise au lab, on utilise réellement au lab, on crée des prototypes fonctionnels et on n'est pas tech. Et on peut le faire. Et on crée tout de suite un outil qui va venir. D'ailleurs, on le fait pour la RHIA Society, qui est notre outil pour les RH, pour les amener à monter en compétence sur l'IA. Et on a plusieurs membres qui, après avoir suivi nos contenus, après avoir suivi nos tutos, développent leurs outils. Donc ça, c'est super. Le potentiel pour être autonome et autonomiser les collaborateurs, il est génial. Mais il y a un risque, c'est la fragmentation à nouveau. Puisqu'on risque d'avoir des shadow outils comme ça qui vont se développer. Or, l'objectif, c'est de recentraliser et de donner un sens commun à la data. Donc attention à la fragmentation du fait de ces nouveaux outils vibe coding qu'il faut peut-être commencer aujourd'hui dans l'entreprise à cadrer et à encadrer. Dézoomer pour redéfinir le métier de manager. Donc le métier de manager, le métier oublié, moi je trouve vraiment depuis... de la même façon, on se le dit comme une incantation. Le manager, manager, c'est un métier. Mais dans les faits, on a toujours des managers qui pilotent une activité, qui doivent eux-mêmes délivrer une performance et qui en même temps doivent encadrer une équipe. Ça marche pas. On le voit, des managers qui sont au bout du rouleau, d'autres qui veulent plus être managers. Il y a quand même une crise de la vocation de manager, si je dois l'appeler comme ça. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de dézoomer et de se poser la question, de prendre de la hauteur sur cette fonction. Et de voir comment est-ce qu'on peut traiter au sein de son organisation. Je dis pas qu'il y a qu'un modèle et qu'une voie, mais il faut se dézoomer, se demander comment est-ce que dans mon organisation je peux gérer ces deux piliers du management. Le management des activités qui encadre la performance, qui définit des process, qui suit aussi son équipe sur d'un point de vue métier. Et puis, il y a le management des personnes qui, lui, est plutôt consacré au développement des équipes, à leur apprentissage et à leur permettre de s'approprier la culture de l'entreprise, notamment. Bon, ça, est-ce qu'on continue de se dire que c'est possible de le tenir, les deux rôles, à 100% dans une entreprise? Peut-être sur des toutes petites équipes ou pas? Est-ce qu'il faut la présidente du LabRH, qui est Mathilde Lecaux chez Forvis Mazars, a lancé un pilote où ils ont une filière manager de métier, des managers qui ne font que la partie à gauche là, ils font que ça. Par exemple, ils sont sur un pilote, mais on peut imaginer des modèles. Voilà. En tout cas, l'idée c'est de comment je dézoome pour me poser cette question dans mon entreprise. Vous noterez la qualité du zoom, des zooms à chaque fois que je ne suis pas. Je remercie Sophie dans mon équipe qui a fait ça, c'est génial. Et donc dézoomer pour garantir les équités. Les équités, pluriel volontaire évidemment. Comment on redonne confiance? Il y a quand même un sujet de crise de confiance dans les entreprises. Et moi je pense, on a la conviction au LabRH qu'il y a aussi ça peut venir du fait qu'on n'ait pas toujours assumé les incohérences qu'on avait en interne. Alors moi, j'ai longtemps fait de l'orga. Quand on fait de l'orga, on sait. Il y a des intitulés de poste. Il y a Jean-Pierre qui est directeur depuis 15 ans. En fait, il est plus du tout directeur de rien, mais c'était historique. Et du coup, ça crée dans l'équipe des questions, dans l'autre direction des questions. Voilà. Et puis ça, c'est un exemple très premier niveau. Il y a des exemples beaucoup plus profonds. Dans les REM, évidemment. Donc nous, on a déterminé
trois types d'équité qu'il faut assumer en interne, parce que si on les assume pas, si on n'est pas transparent sur le fait que oui, on sait que tout n'est pas aligné au cordeau, mais on a défini des projets prioritaires pour les travailler, et ben on est toujours en train d'éroder ce pacte social qui, selon nous, est fondamental pour établir la confiance. Et donc les trois équités, évidemment, l'équité salariale que la directive européenne va nous aider à adresser, vraiment nous aider. Pour moi, c'est super positif. Cette directive européenne pour l'équité salariale, parce que derrière, ça va nous obliger à revenir dans une culture du dialogue, aussi former les managers. Ils savent pas parler forcément REM, les managers dans toutes les organisations. C'est un sujet qu'on renvoie sur la RH. Donc aussi peut-être reposer des fondamentaux. Je sais pas qui parmi vous a déjà travaillé sur des pesées de poste. Moi, je faisais ça dans une ancienne vie, dans un grand groupe. Les pesées de poste, c'était un outil génial qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Mais c'est qui est fondamental, surtout sur une vision équité. Donc ça, moi je pense que j'y vois vraiment que du positif sur cette obligation qui va être de ramener peut-être sur la table des sujets qu'il faudra expliquer et justifier, mais qui in fine poursuivent cette équité salariale qui contribue à renforcer le pacte social. Il y a l'équité générationnelle aussi. Les carrières, elles sont de plus en plus longues. Comment est-ce qu'on garantit aux seniors d'être toujours dans un traitement d'équité par rapport aux autres générations, que ça, mais aussi comment est-ce qu'on permet la transmission. Là, on va beaucoup parler de transmission durant l'année au Lab RH dans cette brique. Comment est-ce qu'on permet la transmission entre générations et de s'assurer que les parcours que moi je sais dans l'entreprise, quel que soit le moment où je me situe dans mon parcours, que j'ai une vision claire et transparente de ce qui peut m'attendre, ce à quoi je peux prétendre dans l'entreprise, et que je sois Gen Z, c'est-à-dire que si il est possible pour moi d'évoluer dans 2 ans, je suis pas la queue leu-leu, il n'y a pas des plus vieux qui doivent passer avant moi, et quand je suis un senior, non, je vais pas être mis dans un placard, j'ai encore des choses à apporter, de façon très schématique. Et puis l'équité face aux vulnérabilités, ça aussi c'est un point très important pour nous au Lab, les vulnérabilités, les aidants, les temps cachés, perdus dans une carrière parce que à un instant T, on a une vulnérabilité qu'on doit gérer en tant que collaborateur. Comment est-ce que dans l'entreprise, on s'assure de l'équité? Je sais en tant que collaborateur que j'ai le droit d'être vulnérable à un instant T, ou même de façon plus prolongée. Et malgré tout, entre guillemets, le malgré, je sais que l'équité va m'être garantie dans l'entreprise, et ça va venir renforcer ma confiance dans mon organisation et le pacte social. Donc voilà, je vous l'avais dit que ça serait un peu frustrant parce qu'il faudrait aller vite. Je vous les remets là, les 4, si jamais vous aviez des questions. On a 5 minutes, on peut faire passer un petit micro, Mathilde? Eh ben, très bien. Tu veux conclure ou on fait les questions maintenant? On fait les questions. Eh ben, écoutez, on va passer à la petite session questions-réponses. Il y a un micro qui va circuler, donc n'hésitez pas à lever la main s'il y en a qui ont des questions. Alors, le plus dur, c'est la première question, toujours. Ah, monsieur. Bonjour, donc Emmanuel Rétif, donc je suis DRH. Je suis interpellé par la séparation du rôle de manager RH et par le rôle de l'expert. Je sors d'une très grande entreprise qui vient de fusionner ses fonctions pour créer le rôle de people manager et remplacer les HR pour piloter des activités. Alors attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y avait des HR et un manager opérationnel, on vient d'additionner la fonction de manager opérationnel à celle de RH. Et on les a nommés people manager pour gérer les 2 volets. Donc, et ça, c'est pas bien? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose. Moi, ce que je vois, c'est que le collaborateur, il aura un interlocuteur dédié à son développement et à sa carrière, et que ça remplit sans doute un gap. Ce que je vois aussi, c'est qu'effectivement, les RH se sont fait déposséder d'une partie de leur périmètre. Mais je trouve, comme je le disais quand j'abordais ce thème, en fait, il y a plusieurs modèles. Là, on va être dans une phase d'expérimentation. Je trouve pas ça inintéressant comme expérimentation. Je serais très intéressée de savoir comment ça va avancer. Mais c'est venu remplir un gap, peut-être. Les RH avaient pas non plus le temps, forcément, d'être en proximité toujours. Ça dépendait des organisations, mais des collaborateurs qui demandaient, qui réclamaient d'avoir un interlocuteur sur cette partie un peu people et développement. Alors après, ils l'ont appelé, comment tu dis qu'ils l'ont appelé? People manager, donc c'est pas antinomique. Non. Des fonctions. Bon, et juste pour
On sait très bien que la fonction RH est la fonction la plus partagée dans l'entreprise. Hein. Je dis toujours, dans un COMEX, il n'y a pas un DRH, il y en a 8, s'il y a 8 membres de COMEX. Oui. Mais merci pour le partage. Vous avez des pistes à certains. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, non, écoutez, du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura suscité des réflexions, j'espère que ça vous aura donné envie de dézoomer pendant l'année. Vraiment, je vous y invite à sortir de l'outil et à dézoomer et à essayer de donner une vision à vos projets. Nous, au Lab, donc, on va... je ne sais pas si j'ai pas une petite slide derrière. On va dérouler un certain nombre d'événements dans l'année sur ces thématiques-là, ces 4-là. Donc voilà, j'espère vous y croiser nombreux. Merci à vous. Merci Séverine, merci beaucoup.